C'est pas parce que les immigrants sont nonchalants. C'est pas parce que les immigrants n'ont pas de bonne volonté. C'est pas parce que les immigrants n'aiment pas le français que la francisation de l'immigration n'est pas optimale. Ce qui joue le plus dans la francisation de l'immigration actuellement, c'est l'aménagement linguistique par l'État qui est déficient. Et c'est ce qui fait que les immigrants n'adoptent pas tous le français comme langue d'usage de l'espace public. Actuellement, parmi ceux qui font les transferts linguistiques chez les immigrants, il y a 60% des gens qui font un transfert linguistique de leur langue maternelle vers le français comme langue d'usage à la maison. Puis il y a 40% des allophones qui font un transfert linguistique de leur langue maternelle vers l'anglais comme langue d'usage à la maison. Pour bien des gens, dans le fond, on va dire « Wow, ça va bien! » 60% pour le français, 40% pour l'anglais. Je veux dire, ça avantage le français, ça va bien. Mais dans les faits, ça anglicise la société. Pourquoi? Parce que si on prend le groupe des anglophones puis le groupe des francophones pour mettre ça ensemble, là, bien, le ratio, il y a 9 francophones pour un anglophone au Québec. Donc, si on voulait que l'arrivée d'immigrants puis le transfert linguistique de ces immigrants-là vers le français ou l'anglais soit optimal, il faudrait qu'il y ait 9 personnes sur 10 qui fassent un transfert linguistique vers le français comme langue d'usage à la maison. Donc là, on est à 60-40. Donc, c'est loin d'être tout à fait optimal. Sur le territoire québécois, il y a 1 million de personnes qui n'est pas né sur le territoire. Donc, 1 million de personnes qui ont immigré d'un autre État que le Canada sur le territoire. Ça, c'est 1 personne sur 8. Parmi ce million de personnes-là sur le territoire québécois, il y en a 200 000, donc 20%, qui n'ont aucune connaissance du français. Puis parmi ces 200 000 personnes-là qui n'ont aucune connaissance du français, bien, il y en a 160 000 qui connaissent l'anglais. Qu'est-ce que vous pensez que ces gens-là utilisent lorsqu'ils vont s'acheter un forfait cellulaire au Gary d'Anjou, chez Vidéotron ou chez Rogers? Bien, poser la question, c'est y répondre. Dans cet élément-là, dans les politiques publiques, il y a ce qu'on appelle les politiques d'immigration. Et les politiques d'immigration ont 3 items. Et c'est de ça dont on va parler. La question du nombre, elle est importante, mais vous allez voir, ce n'est pas la seule à prendre en considération lorsque vient le temps de parler de l'immigration et des politiques d'immigration. Mais il faut s'y attarder. Qu'est-ce qui est préférable? Eh bien, le nombre est fonction de la composition de l'immigration. Et donc, actuellement, s'il y avait 60 000 immigrants, 70 000 ou 80 000 immigrants unilingues français qui arrivaient de France et d'Afrique de l'Ouest, eh bien, en 10 ans, on franciserait Montréal et il y aurait tout un impact qui serait favorable aux faits français. Donc, le nombre est important. Il ne faut pas juste regarder le nombre, il faut aussi regarder ce qu'on appelle la composition de l'immigration. Puis cette composition-là, est-elle plus francophone et francotrope ou plus anglophone et non francotrope, ou ce que, si vous préférez, anglotrope? Ce que c'est un francotrope, eh bien, c'est quelqu'un qui est de langue maternelle proche du français, c'est-à-dire une langue romane ou latine. Donc, les latino-américains, les italiens, les catalans, les roumains. Et c'est des gens aussi qui viennent des anciens protectorats français, donc les gens du Maghreb. Tous les gens qui sont des francotropes, lorsqu'ils émigrent ici, si ce n'est pas eux, eh bien, leurs enfants ont très fortement tendance à s'assimiler au français, donc à faire un transfert linguistique vers le français. Puis s'ils ne font pas de transfert linguistique vers le français dans la première ou dans la deuxième génération, eh bien, ils vont user du français dans l'espace public et vont faire vivre le français comme langue commune. Donc, une immigration qui est plus francotrope et francophone dans sa composition a autant, sinon plus, d'effets qu'une immigration dont le nombre est très, très bas, mais où les éléments qui composent ces flux migratoires-là ne sont pas francotropes et francophones.
Obliger les gens, comme disait l'expression, au bout de la fourche, c'est pas tout à fait la chose qu'il faut faire. Il faut que l'État, qui ne veut pas aménager linguistiquement pour faire en sorte que de façon naturelle, les gens usent de cette langue-là dans l'espace public, l'État va être obligé de faire quoi? Il va être obligé d'investir. Et investir dans quoi? C'est de dire, c'est plus payant pour l'immigrant d'aller sur les bancs d'école que d'aller, en arrivant sur le territoire, travailler dans une usine où on va parler un genre de globish. Et au bout d'un an, on a des gens qui arrivent, qui sont francisés puis qui ont un impact direct sur la langue qui va être parlée au travail. Et ça va avoir un impact sur d'autres immigrants qui vont arriver puisque la langue de travail va devenir le français et ceux qui vont arriver, les immigrants futurs, ben eux, ils vont se dire, lorsqu'ils vont aller, exemple, revenons à l'exemple des Galeries d'Anjou, acheter un forfait cellulaire, ben ils vont se dire, oh, c'est en français que ça se passe, c'est en français que la langue du commerce se passe. Et donc, dans notre écosystème, différents éléments entrent en interaction et peuvent favoriser, dans le fond, l'usage du français comme langue commune dans l'espace public. L'État peut, par ses politiques d'immigration, favoriser un aménagement linguistique, un écosystème qui va faire en sorte que le français va devenir la langue d'usage dans l'espace public. Maintenant, pourquoi l'immigration ne pourrait pas être vue comme étant quelque chose qui favoriserait le fait français puis qui pérenniserait l'aspect linguistique? Parce que dans le fond, à Toronto, là, il n'y a pas personne qui a une insécurité linguistique par rapport à la venue d'immigrants. Hein? Est-ce que c'est parce que le monde du Québec, hein, les Québécois, c'est des gens frileux, c'est des gens qui ont peur, c'est des gens qui sont à la limite xénophobes? Ben non, c'est pas pour ça. Partout sur la Terre, les êtres humains, là, ils ont à peu près le même type d'insécurité puis le même type d'assurance. Ce qui fait en sorte que les gens sont un peu craintifs, c'est clair, on le sait. C'est que dans l'écosystème, OK, on a une faiblesse ou quelques faiblesses. Il y a différents éléments, dans le fond, là, qui asphyxient puis qui, dans le fond, n'oxygènent pas comme c'est le cas à Toronto ou à Berlin. Puis cet élément-là, là, il s'appelle l'aménagement linguistique fait par l'État. Comme on sait fort bien que l'aménagement linguistique fait par l'État ne favorisera pas au maximum, dans le fond, l'adhésion au français par ceux qui arrivent d'ailleurs, bien là, c'est clair que ça crée une insécurité. Mais là, c'est le temps d'agir. Puis agir, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire en sorte qu'on ait des mesures structurantes qui vont favoriser le fait français. Donc, on a le choix. Ou on change l'aménagement linguistique, puis on fait comme partout ailleurs dans le monde, ou bien on agit sur les politiques d'immigration, puis on agit sur le nombre, la composition ou le fait de franciser ou pas de façon obligatoire les immigrants qui arrivent sur le territoire. C'est simple. Les solutions sont là. Il suffit juste de choisir et d'avancer.